whatever, and then in the end, that's all they want. And you're then manipulated by a public. That's the last thing I want. C'était le 23 novembre 1991. Une soirée d'automne glaciale s'abattait sur Londres, mais l'air était encore plus lourd derrière les hauts murs de briques de Garden Lodge à Kensington. Alors que le monde entier continuait de tourner, une simple feuille de papier allait briser des années de spéculation et figer le cœur de millions de fans. Ce soir-là, Freddie Mercury, l'homme qui avait tenu le monde entier dans le creux de sa main lors du Live Aid, a décidé de ne plus se cacher. À travers un communiqué de presse, aussi bref que brutal, il a prononcé les mots que tout le monde redoutait, mais que personne ne voulait entendre. Il a avoué être atteint du sida. Mais ce qui reste gravé dans l'histoire, ce n'est pas seulement la maladie, c'est le timing terrifiant de cet aveu. Moins de 24 heures après avoir brisé ce silence, le plus grand showman du XXe siècle rendait son dernier souffle. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silence. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une légende qui a vécu dans la lumière mais qui a choisi de mourir dans l'ombre. La question qui nous hante encore aujourd'hui n'est pas de savoir comment il est mort, mais pourquoi il a attendu si longtemps pour dire la vérité. Pourquoi Freddie Mercury, cet astre flamboyant qui ne craignait rien ni personne, a-t-il choisi de garder le silence pendant 4 longues années de souffrance? Pourquoi avoir enduré les rumeurs cruelles et la traque des paparazzi sans jamais prononcer un mot pour finalement tout avouer alors que la mort attendait déjà au pied de son lit? Ce n'était pas un acte de faiblesse, ni une capitulation tardive. C'était au contraire l'ultime mise en scène d'un maître qui voulait garder le contrôle jusqu'à la dernière seconde. Derrière ce silence obstiné se cachait une blessure bien plus profonde que la maladie elle-même. C'était la blessure d'un homme trahi, un homme qui avait appris dans la douleur que la confiance pouvait être une arme mortelle. En choisissant de se taire jusqu'à la fin, Freddie Mercury protégeait bien plus que sa réputation. Il protégeait les siens contre ceux qu'il n'a jamais pardonnés. Mais avant de comprendre la tragédie de cette fin solitaire, il nous faut remonter le temps. Il nous faut comprendre comment un enfant timide nommé Farrokh Bulsara est devenu ce roi incontesté de la scène avant que la couronne ne devienne trop lourde à porter. Pour comprendre la chute vertigineuse qui suivra, il nous faut d'abord gravir, marche après marche, l'escalier vers l'Olympe que Freddie Mercury a bâti de ses propres mains. Tout a commencé par une métamorphose. Le timide Farrokh Bulsara, cet enfant déraciné de Zanzibar qui cachait ses dents proéminentes derrière sa main lorsqu'il riait, a dû mourir pour que Freddie Mercury puisse naître. Il ne s'est pas contenté de devenir une star, il s'est inventé un personnage de légende, une créature scénique flamboyante capable de défier toutes les normes de la masculinité et du rock britannique des années 70. Le premier coup de tonnerre a éclaté en 1975 avec Bohemian Rhapsody. Aujourd'hui, c'est un classique intouchable, mais à l'époque, c'était un suicide commercial annoncé. Imaginez l'audace, une chanson de 6 minutes, sans refrain, mélangeant la ballade, l'opéra et le hard rock. Les producteurs de la maison de disques étaient terrifiés. Ils suppliaient le groupe de couper le morceau. Mais Freddie, avec cette arrogance visionnaire qui le caractérisait, a refusé de changer une seule note. Il savait ce que personne d'autre ne voyait. Le public ne voulait pas de la pop facile, il voulait de la grandeur. Quand la voix de Freddie a imploré « Mama just killed a man », le monde entier a frissonné. Ce n'était plus de la musique, c'était du théâtre pur, une tragédie grecque jouée sur des guitares électriques. Mais Freddie ne voulait pas seulement être entendu, il voulait être vécu. Il a transformé les concerts de Queen en rituels de masse, avec des hymnes comme We Will Rock You ou We Are the Champions. Il a compris avant tout le monde le pouvoir de l'unité. Il ne chantait pas pour la foule, il chantait avec elle. Il dirigeait des océans humains de 100 000 personnes avec la précision d'un chef d'orchestre, faisant de chaque spectateur un membre du groupe. Pourtant, son appétit artistique était insatiable. Vers la fin des années 80, alors que le rock ne lui suffisait plus, il a osé franchir une frontière interdite en se tournant vers l'opéra. Sa rencontre avec la soprano légendaire Montserrat Caballé a donné naissance à l'album Barcelona. Voir cette icône du rock en smoking chantant avec une puissance lyrique dévastatrice aux côtés d'une diva de l'opéra a prouvé au monde que son talent n'avait aucune limite. C'était l'alliance du cuir et du velours, un moment de grâce absolue qui a élevé la musique populaire au rang d'art majeur.
L'apothéose de cette ascension fulgurante reste gravée à jamais dans la date du 13 juillet 1985. Ce jour-là, lors du Live Aid au stade de Wembley, Freddie Mercury n'a eu besoin que de 28 minutes pour écrire l'histoire. Il est entré sur scène non pas comme un chanteur, mais comme un empereur romain revenant de campagne. Dès les premières notes au piano, il a hypnotisé 72 000 personnes présentes et près de 2 milliards de téléspectateurs. Chaque geste, chaque regard, chaque note était chargé d'une électricité pure. Il courait, il dansait avec son pied de micro, il jouait avec le public dans un échange vocal devenu mythique. Ce jour-là, il a volé la vedette à tous les géants de la musique présents. Il était intouchable, invincible, baigné dans une gloire qui semblait éternelle. Mais c'est précisément au sommet de cette gloire aveuglante que le vide se fait le plus sentir. Car une fois les projecteurs éteints, une fois que la clameur de Wembley s'est tue, Freddie devait redescendre sur Terre. Et sur Terre, les dieux sont aussi mortels que les autres. L'amour de millions d'inconnus est une drogue puissante, mais elle ne réchauffe pas un lit vide. Derrière le triomphe public, les premières fissures commençaient déjà à apparaître. Et dans l'ombre des coulisses, le destin aiguisait déjà ses lames. Mais comme Icare s'approchant trop près du soleil, Freddie Mercury allait bientôt découvrir que la chaleur de la gloire peut brûler les ailes les plus solides. Derrière l'image publique du dieu du rock invincible, la réalité de son quotidien devenait une prison dorée, étouffante et solitaire. Au début des années 80, pour échapper à la pression médiatique de Londres, Freddie s'est exilé à Munich, en Allemagne. C'était une période d'hédonisme effréné, une fuite en avant perpétuelle. Munich était devenu sa cour de récréation, un tourbillon de fêtes extravagantes, de costumes baroques et de champagne qui coulait comme de l'eau, mais ces nuits sans fin n'étaient qu'un masque. Dans cet univers artificiel, Freddie était entouré d'une cour de parasites, de profiteurs et de mercenaires de l'amitié qui ne voyaient pas en lui un être humain, mais un carnet de chèques ambulant. Il achetait de l'affection avec des cadeaux somptueux, espérant combler un vide intérieur abyssal. Il disait souvent avec une lucidité déchirante « J'ai tout l'argent du monde, mais je suis l'homme le plus seul de la planète ». Il cherchait désespérément quelqu'un à aimer, mais la célébrité agissait comme un poison corrompant toutes ses relations avant même qu'elles ne puissent fleurir. C'est dans ce climat de vulnérabilité qu'est apparue la figure la plus sombre de sa vie, Paul Pranter. Ancien animateur radio, devenu son manager personnel, Pranter n'était pas seulement un employé, il était devenu l'ombre de Freddie, son confident, et pour un temps, son amant. Mais contrairement aux autres membres du groupe Queen qui considéraient Freddie comme une famille, Pranter a commencé à tisser une toile d'isolement autour de la star. Il filtrait les appels, écartait les vieux amis et manipulait Freddie pour le rendre dépendant. Il était le maître des secrets, celui qui savait tout. La trahison, lorsqu'elle est venue, a été d'une violence inouïe. En mai 1987, alors que Freddie se battait déjà en privé contre les premiers symptômes terrifiants de la maladie, Paul Pranter a commis l'irréparable. Pour la somme dérisoire de 32 000 livres, il a vendu son âme et celle de Freddie au tabloïd The Sun. Les révélations étaient sordides. Il a étalé la vie intime de Freddie en première page, dévoilant ses relations et pire encore, affirmant que 2 de ses anciens amants étaient morts du sida. Pour Freddie, ce n'était pas juste un scandale médiatique, c'était un assassinat émotionnel. L'homme à qui il avait ouvert les portes de son intimité l'avait poignardé dans le dos pour une poignée de billets. Cette trahison a brisé quelque chose de fondamental en lui. Freddie a compris avec horreur que sa confiance était devenue une arme braquée contre lui-même. Cet événement a marqué le début de la grande fermeture. Dévasté, humilié et effrayé, Freddie a pris une décision radicale. Il a chassé Pranter de sa vie, mais il a aussi fermé la porte au monde extérieur. C'est à cet instant précis que le silence de 4 ans a commencé. Il a décidé de ne plus jamais laisser personne s'approcher assez près pour le blesser à nouveau. Il s'est replié sur un cercle très restreint de fidèles, érigeant une muraille impénétrable autour de sa vie privée. Mais alors qu'il se barricadait pour se protéger des traîtres humains, un autre ennemi, invisible et biologique, gagnait du terrain dans son corps, préparant le terrain pour l'acte final de cette tragédie moderne.
Au printemps 1987, alors que les trahisons humaines avaient déjà fissuré son armure, le destin a porté le coup de grâce. Le diagnostic est tombé comme une sentence irrévocable. Freddie Mercury était atteint du sida. À une époque où cette maladie était synonyme de condamnation à mort et de stigmatisation sociale, Freddie savait qu'il ne pouvait pas rester à Londres. La presse britannique, féroce et intrusive, campait devant sa porte, guettant le moindre signe de faiblesse. Pour trouver un semblant de paix, il a dû fuir. Il a trouvé refuge en Suisse, sur les rives mélancoliques du lac Léman, dans la ville de Montreux. Là-bas, dans son appartement surnommé la Duck House, il passait de longues heures à contempler les cygnes glisser sur l'eau grise, trouvant dans ce paysage silencieux un écho à sa propre solitude. Mais ne vous y trompez pas, Montreux n'était pas un lieu de repos, c'était un champ de bataille. Freddie avait engagé une course contre la montre avec la mort. Au lieu de se retirer, il s'est jeté dans le travail avec une frénésie désespérée. Il savait que son temps était compté et il ne voulait laisser aucune mélodie inachevée. Au Mountain Studio, il répétait sans cesse à ses compagnons de groupe « Écrivez-moi n'importe quoi, je le chanterai et ensuite je vous laisserai finir ». Son corps s'effondrait mais sa voix, ce don divin, restait miraculeusement puissante, gagnant même en profondeur et en émotion. L'épisode le plus déchirant de cette période reste l'enregistrement de sa toute dernière chanson, Mother Love, en mai 1991. L'atmosphère dans le studio était lourde. Freddie était si affaibli par la maladie qu'il ne tenait plus debout. Il marchait avec une canne et devait s'asseoir entre chaque prise. Ce jour-là, sentant ses forces l'abandonner, il a demandé un verre de vodka pour se donner du courage. Il a chanté avec une intensité qui a glacé le sang de Brian May, présent à ses côtés. Chaque note était une lutte, chaque mot une victoire sur la douleur. Arrivé au dernier couplet, Freddie s'est arrêté, le souffle court, il a murmuré « Je ne me sens pas très bien, je vais rentrer me reposer, je finirai ça la prochaine fois ». Mais il n'y a jamais eu de prochaine fois. Ce furent les derniers mots qu'il a enregistrés. Cette chanson est restée inachevée, comme une cicatrice éternelle dans l'histoire du rock. Parallèlement à ce combat sonore, il y avait le combat pour l'image. Le tournage du clip These Are the Days of Our Lives est le témoignage visuel de son agonie. Devant la caméra, Freddie n'était plus que l'ombre de lui-même. Son corps était si frêle qu'il a dû porter un gilet large illustré de chat offert par sa costumière pour dissimuler sa maigreur squelettique. Il a fallu des heures de maquillage pour couvrir les lésions du sarcome de Kaposi sur sa peau. Le réalisateur a choisi de filmer en noir et blanc, non par style mais par nécessité, pour atténuer la pâleur fantomatique de son visage. Pourtant, dans un dernier sursaut de grâce, Freddie a regardé l'objectif, a souri et a murmuré « I still love you ». Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était un adieu. À l'automne 1991, sentant que la fin était imminente, Freddie a quitté Montreux pour retourner à Londres. Il a pris alors la décision la plus courageuse de sa vie. Il a décidé d'arrêter tous ses traitements médicaux qui le maintenaient en vie artificiellement, ne gardant que les antidouleurs pour apaiser ses souffrances. Il a choisi de regarder la mort en face, sans bouclier. Il a précipité la fin pour ne plus subir l'humiliation de la déchéance. Dans le silence feutré de sa chambre à Garden Lodge, entouré de ses chats et de ses souvenirs, le compte à rebours final avait commencé, nous menant inexorablement vers ces 24 dernières heures de vérité. Nous voici donc arrivés au seuil de l'ultime vérité, à la réponse brutale de la question qui hante cette histoire. Pourquoi attendre la toute fin? Pourquoi ce silence obstiné? Le 23 novembre 1991, l'atmosphère à Garden Lodge était suffocante. Dehors, une meute de paparazzi et de journalistes campaient jour et nuit devant les hauts murs de briques, tels des vautours attendant que leur proie rende l'âme. Ils voulaient l'image du monstre, ils voulaient le spectacle de la déchéance. Mais Freddie Mercury, même cloué sur son lit de mort, aveugle et à peine conscient, avait décidé de rester le maître du jeu jusqu'à la dernière seconde. Vers 20h ce soir-là, il a convoqué son manager et exécuteur testamentaire, Jim Beach. Dans un dernier souffle de lucidité, il a validé les mots qui allaient faire le tour de la planète. Le communiqué officiel est tombé comme un coup près. Je souhaite confirmer que j'ai été testé séropositif et que j'ai le sida. J'ai jugé correct de garder cette information privée jusqu'à ce jour pour protéger la vie privée de ceux qui m'entourent.
Relisez bien cette phrase. Protéger ceux qui m'entourent. C'était sa réponse cinglante à Paul Prenter, à la presse à scandale du groupe Murdoch et à une industrie qu'il avait souvent traitée comme un produit. En gardant le silence pendant 4 longues années, Freddie a privé ses prédateurs du feuilleton quotidien de son agonie. Il a refusé d'être la victime du sida à la une des journaux pendant des années. Il ne leur a laissé que 24 heures. C'était un coup de génie stratégique. En ne révélant la vérité qu'à la veille de sa mort, il s'est assuré que le monde n'aurait pas le temps de le prendre en pitié. Il a forcé l'histoire à se concentrer sur son œuvre et non sur sa maladie. Une fois ce fardeau déposé, une étrange sérénité a envahi la chambre. Comme s'il avait retenu son souffle pendant 4 ans, simplement pour délivrer ce message, Freddie pouvait enfin lâcher prise. Son corps, qui luttait avec une ténacité surhumaine, a compris que le spectacle était terminé. Le lendemain, le 24 novembre 1991, un dimanche gris et froid s'est levé sur Londres. À l'intérieur de la maison, le temps s'est arrêté. Dave Clark, son ami de toujours et chanteur des Dave Clark 5, était à son chevet, tenant la main de celui qui avait fait trembler les stades. Il n'y a pas eu de cris, pas de drame hollywoodien, juste un soupir, un regard et le silence. À 18h48, Freddie Mercury a quitté la scène. Il est parti doucement, sans les caméras qu'il détestait tant, entouré seulement de l'amour pur de Jim Hutton et de Mary Austin. Il avait gagné sa dernière bataille, mourir en homme libre, ayant dicté ses propres règles face à la mort elle-même. La voix s'était tue, mais l'écho, lui, allait devenir éternel, brisant les murs du silence qu'il avait lui-même érigé. L'histoire de Freddie Mercury est bien plus que le récit d'une étoile filante brisée trop tôt par la maladie. C'est une leçon magistrale sur la dignité humaine face à la voracité du monde. En choisissant le silence pendant 4 ans, Freddie a tracé une ligne rouge infranchissable entre l'icône publique et l'homme privé. Il nous a rappelé brutalement que derrière les paillettes, les hymnes de stade et les costumes extravagants, il y a un cœur qui bat, un corps qui souffre et une âme qui a le droit absolu à son propre sanctuaire. Sa mort a changé à jamais le regard du monde sur le sida, transformant un sujet tabou et honteux en une conversation mondiale empreinte de compassion. Le concert hommage qui a suivi à Wembley a prouvé que l'amour est plus fort que la peur, mais c'est sa vie, vécue selon ses propres termes, qui reste sa plus grande œuvre d'art. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux où tout s'expose et se consomme dans l'instant, le silence de Freddie résonne comme un acte de résistance. Son histoire nous pose des questions dérangeantes sur notre propre rapport à la célébrité. À quel prix consommons-nous nos idoles? Sommes-nous prêts à accepter que ceux qui nous apportent tant de joie et de lumière puissent garder une part d'ombre pour eux-mêmes? Ou bien attendons-nous toujours que le rideau tombe définitivement pour réaliser que l'artiste était avant tout un être humain, fragile et mortel? Freddie Mercury avait un jour déclaré avec cette arrogance charmante et prophétique qui le caractérisait: « Je ne serai pas une rockstar, je serai une légende ». Il a tenu parole, il a traversé l'existence comme une comète brûlant la chandelle par les 2 bouts pour éclairer nos vies grises avant de s'éteindre quand il l'a décidé. Il ne nous a pas laissé de larmes de pitié, il nous a laissé une incandescence éternelle. Sa musique continue de défier le temps, traversant les générations comme si sa voix ne s'était jamais tue. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel et intime avec nous sur Icône et Silence. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous pensez qu'il faut respecter la douleur derrière la gloire, montrez-le nous en laissant un j'aime et en partageant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains portraits. Et vous, quelle chanson de Queen écoutez-vous quand vous avez besoin de force? Dites-le nous dans les commentaires, nous vous lirons avec attention. D'ici là, souvenez-vous de la leçon de Freddie. Peu importe la noirceur de la nuit ou la douleur de l'épreuve, le spectacle doit continuer. Au revoir et à très bientôt.